À la une ce soir, la région qui investit dans Pôle Caraïbes. La collectivité va soutenir le financement de l'extension de l'aéroport, un projet de 141 millions d'euros pour augmenter sa capacité d'accueil. Et dans le même temps, le salon du tourisme, du voyage et des croisières ouvrait ses portes au grand public cet après-midi au WTC de Jarry à Baie-Mahault. Au programme, des prix alléchants et un catalogue des meilleurs séjours pour les vacances à venir. Aujourd'hui, ce sont les élèves de la SECPA qui accueillaient les croisiéristes en escale à Pointe-à-Pitre. En plus de vanter les charmes de l'île, ils ont eu l'opportunité de vendre leur réalisation. L'objectif, leur permettre de faire évoluer la représentation qu'ils se font de ces métiers. Et puis, quelle école pour demain? L'ensemble des acteurs du monde éducatif ont planché sur cette question à l'occasion des Assises de l'éducation. L'heure était donc ce soir au bilan. Les précisions d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter sont à venir. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La région va soutenir le projet d'extension de l'aéroport Pôle Caraïbes. Face à l'afflux croissant de touristes, la société aéroportuaire prévoit d'agrandir son patrimoine. Un projet d'investissement de 141 millions d'euros où la collectivité s'investira à hauteur de 20 millions. Le détail avec Yvan Lemar. L'aéroport Pôle Caraïbes, 10e aéroport de France, a entamé un programme d'investissement 2017-2022 de 141 millions d'euros. Donc la moitié de ce programme est constituée par des opérations d'augmentation de capacité. Donc la piste qui va être renforcée pour accueillir donc, le trafic qui est prévu et qui va continuer à se dérouler. Et aussi des opérations donc, en termes de parking avion supplémentaire, d'agrandissement de la salle des bagages du terminal T1, d'agrandissement de la salle d'embarquement, de création d'une salle bagages pour le terminal régional et plusieurs autres aménagements de façon à ce que l'aéroport soit au fait des dernières technologies et aussi soit conforme aussi à la réglementation, notamment au niveau des exigences européennes en sécurité aéroportuaire, mais aussi des exigences en matière de sûreté, puisqu'il y a des investissements très conséquents qui sont prévus aussi sur le contrôle des bagages de soute. Donc voici la consistance de ce programme, donc qui est important, qui est nécessaire et qui va faire que Pôle Caraïbes sera parfaitement en phase avec l'objectif de la région d'accueillir 1 million de touristes d'ici 2020. Dans le financement de ce programme, la région va engager 20 millions d'euros. Et ce que je tiens à dire, c'est que l'accompagnement de la région a été déterminant sur ce programme, parce qu'effectivement, cet accompagnement sur la piste et sur les autres investissements va nous permettre justement de respecter nos ratios financiers et de pouvoir mobiliser le volume d'emprunts qui nous reste pour pouvoir finaliser donc le financement de ce programme très conséquent. Et donc nous sommes heureux donc, de cette annonce de la région aujourd'hui, de ces 10 millions d'euros concernant donc la piste et ces 10 millions d'euros supplémentaires sur les autres investissements de la concession aéroportuaire, sans lesquels l'intégralité du programme n'était pas faisable sur le plan financier. Et nous avons aussi profité de l'ingénierie des équipes de la région pour finaliser le montage financier de l'opération, puisqu'aujourd'hui, donc en concertation avec la région, nous allons nous engager aussi dans le plan Juncker et voir les possibilités aussi que peut offrir ces dispositions pour pouvoir rendre plus facile la réalisation de ces opérations. Au-delà du financement, d'autres actions sont prévues par la région pour dynamiser le tourisme. La région prendra aussi une boutique au niveau de l'aéroport de manière à promouvoir un peu nos produits du terroir, accueillir convenablement les touristes et nous allons accompagner sérieusement l'aéroport là-dessus. C'est en fin d'année, nous aurons une journée ou une semaine sur le patrimoine sportif. Nous allons faire venir tous les grands sportifs, ceux qui ont gagné, ceux qui ont été champions du monde, ceux qui ont porté le couleur de la France. Donc tout cela, ce sera une manière pour nous de faire venir encore plus de touristes ici. Pourquoi pas faire un film pour pouvoir par la suite promotionner la Guadeloupe. L'essentiel des travaux sera terminé dans 2 ans, l'objectif étant d'accueillir 2,5 millions de passagers d'ici 2020. Et ce week-end aura lieu le salon du tourisme, du voyage et des croisières. La manifestation a d'ores et déjà débuté cet après-midi au WTC de Jarry. Pour attirer le public, les agences de voyage n'hésitent pas à casser les prix. Reportage Anne-Elisabeth Arsène, Moïse Dexter. Embarquement immédiat pour une balade dans l'univers du tourisme, avec au programme de cette visite des astuces pour organiser au mieux vos prochaines vacances. Depuis 5 ans, les Guadeloupéens savent que nous faisons des prix pendant le salon. Alors soit une remise sur tous les achats, quels qu'ils soient, ou soit des prix extrêmement bas sur des dates précises. Voilà, c'est donc la raison de l'engouement. C'est profiter d'une occasion, voir quels sont nos produits de l'été, quels sont les produits ou les hôtels que nous allons sortir cet été, et puis profiter
des offres exceptionnelles. Un Français sur 2 qui embarque au départ de Pointe-à-Pitre vient de chez nous. Le tourisme de croisière attire ainsi de plus en plus de Guadeloupéens en quête d'aventure d'île en île. Le taux de pénétration de la croisière en Guadeloupe, aux Antilles de façon générale, est 10 fois plus important qu'en métropole. C'est-à-dire qu'en métropole, le taux de pénétration est de 0,8, il est de 8% en Guadeloupe. En faisant une extrapolation, on peut dire qu'il doit y avoir environ moins de 20 000 personnes 20 000 Guadeloupéens qui partent en croisière tous les ans au départ de Pointe-à-Pitre. En fait, j'aimerais bien faire une croisière, mais au départ de Miami. Et pour le moment, j'hésite parce que c'est très très cher. Donc voilà, donc je vais réfléchir, mais j'ai trouvé de bonnes choses. C'est une habitude chez moi en fait. C'est un moyen de voyager, de faire des rencontres, de pouvoir avoir tout compris. Donc pas de casse-tête, on ne réfléchit pas, on part et puis voilà, la valise est faite. Les professionnels du voyage vous attendent de ce vendredi au dimanche 4 février pour des conseils, des astuces et des offres pour votre prochain séjour. Et eux sont allés à la rencontre aujourd'hui des croisiéristes. Il s'agit des élèves de SECPA du collège de Front-de-Mer et de celui du collège Appel du 18 juin du Lamentin. Ils ont accueilli les croisiéristes en escale à Pointe-à-Pitre. En plus de vanter les charmes de l'île, ils ont pu mettre en vente les réalisations qu'ils ont fabriquées au sein des plateaux techniques de leur établissement respectif. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Quand les élèves de la section d'enseignement professionnel adapté investissent le terminal de croisière, ça donne un point de vente aux saveurs locales et de l'artisanat made in collégien. Nous sommes des élèves pas comme tous les autres élèves. Nous avons eu des difficultés, mais un peu plus bas niveau, mais on sait faire des choses. On a fait des choses pour vous montrer qu'on est capable de faire des choses. On a confectionné des bracelets, des colliers, des parures, des sucres à coco, des conalambis, enfin un peu de tout. Pour le professeur de ces élèves de 3e qui suivent un cursus de vente, distribution et magasinage, c'est l'occasion de lier la théorie à la pratique. L'avenir se situe au niveau du tourisme et je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas faire la vente au niveau des croisiéristes et donc c'est pour cela que j'avais contacté le CTIG qui a tout de suite approuvé ce projet et donc nous avons par le biais d'une convention fait en sorte que les élèves puissent accueillir les croisiéristes. Alors l'idée c'est surtout que les élèves puissent connaître d'autres métiers puisqu'ils seront amenés à visiter également le bateau de croisière, avoir une autre approche avec les touristes. Donc les élèves sont amenés à faire des rencontres, c'est-à-dire que nous n'avons pas que les Français sur ce bateau, donc nous avons les Italiens, nous avons les Anglais, les Américains. Les élèves ont préparé l'accueil avec le professeur d'anglais, donc ça aussi valoriser la langue, faire parler de notre pays, de notre île et faire de la vente tout simplement. Pratiquer de la vente et c'est une manière également de motiver, de valoriser ces élèves qui sont en grande difficulté. Ces collégiens auront donc mis à profit leurs connaissances et leur savoir-faire pour vanter les richesses et les trésors de notre Guadeloupe en partageant avec ces croisiéristes leur culture et leurs valeurs à emporter dans leurs souvenirs de voyage. Et c'est aujourd'hui que s'est achevé les assises de l'éducation à l'Université des Antilles. Un bilan plutôt positif pour cet événement qui a rassemblé l'ensemble des acteurs du monde éducatif. Reportage Linda Kayarsi. Dernier jour pour les assises de l'éducation dans l'archipel. Et le bilan est positif. Je suis très heureux de cette mobilisation qui est très très forte, qui avait démarré depuis le mois de juin 2017, qui a été un peu freinée avec le passage des 2 ouragans Irma et Maria. Et c'est vrai que là, de pouvoir nous poser dans le cadre des 20 ans de l'Académie de la Guadeloupe, de faire un diagnostic de tout ce qui s'est passé durant ces très nombreuses années et de nous projeter un certain nombre de sous-problématiques sur les années à venir avec l'ensemble des partenaires de l'école en Guadeloupe, c'est quelque chose de remarquable. Les contributions récoltées lors des assises de l'éducation seront par la suite déclinées en une feuille de route pour les années à venir dans un plan d'action pour l'archipel qui sera présenté en avril 2018. Il alimentera le livre bleu national publié en mai prochain qui a pour vocation de valoriser les bonnes pratiques et les projets innovants des territoires ultramarins.
Il y a des propositions qui sont très concrètes, qui mobilisent un certain nombre d'acteurs. Je prends quelques exemples. L'idée d'avoir un conservatoire sur la Guadeloupe, ça serait vraiment une excellente idée pour la jeunesse guadeloupéenne. Ça permettrait de faire un lien beaucoup plus fort dans le secteur culturel. Le fait qu'il y ait un vrai schéma directeur sur les installations sportives sur le territoire, ça fait partie aussi des orientations, des choses qui ont été proposées aujourd'hui. D'une manière plus globale, la démarche de concertation initiée par l'Académie, aussi bien en ligne qu'en atelier, entre dans le cadre des Assises des Outre-mer en Guadeloupe. Et en Guyane, le corps enseignant a entamé son 4e jour de mobilisation. Des professeurs excédés ont bloqué l'accès du rectorat, estimant que l'Académie méprise leurs revendications. On écoute d'ailleurs une représentante syndicale interrogée par Pierre Tréfou. L'intersyndicale s'est positionnée sur déjà un soutien très clair de tous les établissements en lutte dans l'académie, que ce soit sur Cayenne ou bien évidemment sur Saint-Laurent. Et nous soutenons tous les mouvements reconductibles de grève. Nous nous sommes aussi positionnés sur une journée d'action, celle du 6, qui est une journée qui a été présentée nationalement, mais qui, pour nous en Guyane, va être l'écho de ces luttes sur tout le territoire. On veut des moyens humains, on veut des gens, on ne veut pas uniquement des caméras de surveillance, on veut des postes pour surveiller les enfants dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. C'est ça dont les enfants de Guyane ils ont besoin. Ils ont besoin de gens qui les encadrent, de gens avec qui ils peuvent effectivement parler quand ils en ont besoin, mais aussi qui connaissent et devant lesquels ils feront attention à ce qu'ils font. Il y a un gros travail de terrain des collèges qui vont effectivement, les collèges en lutte, et tous les établissements cherchent à entrer en contact avec les parents d'élèves pour effectivement les mener dans la lutte et pour leur faire comprendre que c'est vraiment une question de société. Et restez sur ATV Guadeloupe. Dans quelques minutes, nous verrons la finale des Olympiades de chimie et le visage de la gagnante ce soir. Et puis découverte des premières résidences seniors autonomes qui seront probablement construites à Petit-Bourg. Comment prévenir la délinquance dans les capitales? En Martinique, la Chambre de commerce a lancé il y a 6 mois le dispositif Alerte commerçant. À chaque agression, un SMS est envoyé directement à la police nationale. Le système a-t-il fait ses preuves? Élément de réponse avec Johan Boulard. Voici une des brigades en charge de la sécurité au cœur de la capitale, la BSP. Ce matin, elle prend contact avec Laurent, membre du dispositif Alerte commerçant. Si nous on a un souci, on fait le 17 et tout de suite le système est enclenché. C'est en plus un système qui effectivement permet plus un signalement des individus et de déterminer justement ou de voir effectivement un agresseur avant que les choses arrivent. Un outil vu d'un bon œil par la plupart des commerçants foyalais. 30 minutes environ entre l'appel de détresse et la diffusion du SMS relatif à la menace. La personne en question peut passer près de nous, on pourrait à la limite, je ne sais pas l'intercepter, mais on pourrait au moins signaler que sa présence dans les environs, quoi. Sur Fort-de-France, tout le monde connaît un petit peu la sécurité qui règne, voilà, et compte tenu de ce que nous faisons. Nous pensons que ça peut nous aider, notamment les commerçants avoisinants, de pouvoir réagir au plus vite. Prévenir, lutter contre l'insécurité et pourquoi pas redonner le sourire au porte-monnaie selon Ali. Les gens, quand ils sont assurés, ils descendront à Fort-de-France, donc ils pourront dépenser plus tranquillement. Et donc pour nous, on pourra mieux travailler, donc justement gagner plus de sous. Ah, là, ça sonne. 17 police secours, bonjour. Implanté au commissariat de Fort-de-France, le centre de traitement et de diffusion permet de cibler la zone géographique ou le secteur d'activité concerné. Si l'alerte concerne par exemple un vol à main armée de bijouterie, on va informer toutes les bijouteries de la Martinique. Voilà. Après, si l'alerte c'est par exemple un vol à l'étalage, on va se cantonner par exemple dans un quartier ou un petit secteur. Effectif en Martinique depuis novembre, l'alerte commerçant permettrait selon la référente du projet de passer du préventif au dissuasif à l'aide du macaron distribué aux membres. La personne qui se prépare à commettre un méfait, si elle voit ce macaron, ça risque certainement de déjouer ce qu'il avait prévu de faire. Police et gendarmerie mènent de concert ce dispositif. Depuis sa mise en place, il a été activé 2 fois par la police nationale, notamment pour la circulation de faux billets.
Et comme l'an dernier, 16 lycéens de terminale scientifique issus de l'ensemble des lycées de l'Académie ont été sélectionnés pour disputer les épreuves régionales des Olympiades de chimie. Elles ont eu lieu aujourd'hui au lycée technologique Charles Coueffin à Bemao. Reportage Linda Kayarsi. Développer l'intérêt des élèves en fin d'études secondaires pour la chimie ou encore développer le travail d'équipe, tels sont les enjeux des Olympiades régionales de chimie dans l'Académie. On a placé en fait des actions pédagogiques, on a mis en place des séances de préparation. Également, on a mis conférences où ils ont pu rencontrer des ingénieurs en chimie, donc permettre justement de connaître le monde de l'entreprise, et également des visites. Alors, grâce à notre partenaire Lafarge et EDF, nous avons pu visiter, se rendre dans les locaux des laboratoires de chimie de ces entreprises. Pour cette deuxième édition, après examen des candidatures, les meilleurs élèves ont été retenus afin de se présenter ce matin au concours régional. Alors, ils étaient au départ 32 et 16 ont pu être sélectionnés juste par écrit, aussi par la pratique, lors de notre conférence qui s'est déroulée même à ce lycée. Et ensuite, il y a eu des séances de préparation tout le mois de janvier. Là, ils sont en pleine épreuve pour réaliser 2 épreuves justement, l'épreuve collaborative et l'épreuve pratique. Le lauréat académique participera aux épreuves nationales à Paris au début du mois d'avril. L'an dernier, pour une première participation nationale, Yona Simonel du lycée technologique de Bainbridge avait terminé 9e sur 33 finalistes, juste devant le lycée Louis-le-Grand. Et le regagnant de ce concours régional n'est autre qu'une jeune fille, Niagara Poulain, scolarisée au lycée Jardin d'Essai en terminale S. La société doit réfléchir au devenir des personnes âgées et notamment à leur confort. Avec le soutien de l'État et de la Caisse générale de la Sécurité sociale, la Seine-Saint-Marc va construire une offre d'hébergement nouvelle et innovante pour répondre à cette problématique. Des résidences seniors autonomes qui seront réalisées dans les villes de Petit-Bourg et de Port-Louis. Le détail avec Yvan Lemar. Cette résidence pour seniors autonomes sera construite au quartier Saint-Jean à Petit-Bourg avec un concept innovant. Alors, ces résidences pour seniors autonomes sont destinées à proposer une offre d'hébergement à nos seniors avec un loyer modéré, c'est là l'innovation, mais un certain nombre de services, un espace collectif, un petit cabinet médical qui leur permettent d'être au cœur de la ville tout en ayant des logements adaptés qui leur permettent à la fois de répondre à leurs propres besoins, mais en ayant une adaptation vraiment spécifique à leur situation, certains problèmes de mobilité, et qui les maintiennent, si vous voulez, dans un domicile qui leur correspond. Cette résidence sera composée de T1 et T2 avec des tailles allant de 39 à 45 mètres carrés et des loyers oscillant entre 320 et 400 €. Un projet comme ça coûte 3,4 millions. Nous avons 27 logements. Alors c'est un financement qu'on a monté sur une base de logement locatif social et très social, je dirais, assez traditionnel. Compte tenu des surcoûts qu'impose l'adaptation des logements, donc il faut des barres de seuil rabaissées, il faut un aménagement spécifique à l'intérieur, on finance la cuisine, ce qui en général dans les logements sociaux ne se pratique pas. On a eu une subvention sous 2 formes de la CGSS, d'abord sous forme de subvention, mais sous forme de prêts bonifiés. Et troisième volet, c'est bien entendu les prêts particuliers que la Caisse des dépôts adresse au logement social, avec une subvention LBU. C'est la base du logement social. Dans ce projet, avec la ville de Petit-Bourg, la Caisse générale de sécurité sociale est l'un des partenaires principaux. Nous finançons sous des prêts de 20 ans à taux zéro. Donc là, ce financement-là, donc, il a été fait à hauteur de 350 000 €, donc, que nous finançons pour aider les personnes âgées. Donc c'est un financement qui est bien ciblé et que nous mettons à disposition de tout bailleur qui est prêt justement à investir justement dans ce type de logement pour les personnes âgées. La construction d'une deuxième résidence de ce type devrait commencer à la fin du mois à Port-Louis. Les travaux de ces 2 structures devraient durer 20 mois pour une livraison fin 2019 pour une entrée des premiers locataires d'ici 2020. Elle a fait du tissu africain sa marque de fabrique. Entre Paris, l'Afrique et les Antilles, sa terre d'origine, la fondatrice de la marque Glam Ethnic révélera au public sa nouvelle collection demain soir lors d'un défilé organisé à la Creole Beach à Gosier. Elle a accepté ce soir de venir nous parler d'elle, de ses inspirations et de ses créations. Aïdan, bonsoir. Bonsoir Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Le public vous connaît en tant qu'animatrice, Aïdan, productrice TV et depuis
quelques années, comme styliste, vous avez créé cette marque, Glam Ethnic. Quelle histoire raconte Glam Ethnic? L'histoire de Glam Ethnic, c'est la réunion de 3 cultures qui me sont chères. Je suis guadeloupéenne, j'ai grandi aux Abîmes. Après, j'ai fait mes études en Europe. Ma carrière m'a amenée à beaucoup voyager à travers le monde, notamment en Afrique, où j'ai eu un coup de cœur sur les tissus. C'est vrai que l'histoire de Glam Ethnic a commencé officiellement il y a 3 ans, même si la marque a été créée il y a 10 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de préjugés entre la culture africaine et la culture caribéenne. Étant immergée entre les deux, j'avais envie de faire le lien. Et ma passion, c'est la mode. Et je pense que la mode, au-delà de bien habiller les gens, permet de véhiculer des messages positifs. Donc Glam Ethnic, c'est un peu tout ça. À quoi ressemble la femme, justement, qui porte Glam Ethnic? La femme Glam Ethnic, c'est un peu vous. C'est une femme active, c'est une femme fière, c'est une femme bien dans sa peau. Et je suis très contente parce qu'en Guadeloupe, j'ai rencontré nombre de ces femmes qui ont des métiers passionnants, qui osent s'affirmer, qui osent être différentes, mais toujours à l'aise dans leurs vêtements et puis très caméléons. Demain soir, vous organisez votre défilé dans un hôtel du Gosier, la Creole Beach, on peut le citer, pour montrer votre nouvelle collection. Celle-ci s'annonce un peu plus moderne que les précédentes. Toujours moderne, mais c'est une collection qui me tient à cœur, qui s'appelle Vibration Créole. Comme je le disais, je navigue entre 3 cultures et je voyage beaucoup. Et je me suis rendu compte que notre culture créole était un peu en retrait. C'est vrai qu'on aime le wax, je l'aime et je le porte. Je travaille beaucoup le kente, mais le madras se meurt à l'international, à l'étranger. Et pourtant, il a beaucoup de potentiel. Quand on voit l'écossais et le tartan qui viennent, entre autres pour l'écossais, de l'Irlande et que le monde entier porte. Mon challenge, c'est de me dire pourquoi, via Glam Ethnic, ne pas immerger la créolité à l'échelle mondiale. On le voit ces dernières années, le wax, l'engouement pour cette matière qui n'est pas à proprement parler africaine, c'est néerlandais d'ailleurs. Tout à fait. C'est fabriqué là-bas et puis importé sur le marché, écoulé sur le marché africain. Comment vous traduisez, comment on peut traduire cet engouement pour le wax ? L'engouement pour le wax est lié à différents facteurs. La montée des blogueuses qui sont influenceuses en termes de mode, qui ont montré qu'on pouvait le porter en ville. Et nombre de stars comme Beyoncé, comme Alicia Keys l'ont porté dans des clips. Et forcément, et d'ailleurs je souhaite et j'aspire à ce que nos personnalités osent aussi encore plus et encore mieux porter la mode créole, parce que je me dis que comme une Beyoncé, on a aussi des stars qui représentent à l'international et que la jeune fille de 18 ans pourra se dire je porte du madras, je porte du kente, je suis in, que ce soit à Paris, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, à Milan. Il y a un paradoxe quand même. Glam Ethnic, c'est le nom que vous avez choisi pour votre marque. Est-ce qu'il fallait classiser la mode africaine, la mode ethnique? Alors, la particularité de Glam Ethnic, c'est qu'il ne s'agit pas de mode africaine. L'ethnicité est dans tout. L'ethnicité, c'est le tissu d'origine d'Amérique latine, c'est le tissu d'origine africaine, c'est notre madras. En fait, l'ethnicité, c'est un état d'esprit et le glam, c'est ce côté un peu fatal. C'était nécessaire justement de classiser cette mode pour la rendre portable? Aussi, parce que quand on pense Glam Ethnic, on a des images dans la tête, mais toujours avec ce côté contemporain, en tout cas, j'espère. De quoi la femme noire, selon vous, je globalise, a-t-elle besoin pour être davantage sublimée aujourd'hui? Est-ce qu'elle s'y retrouve au niveau de la mode? Je pense que de plus en plus, en Guadeloupe, on a des propositions, mais je trouve qu'il y avait un manque de propositions, de variété. Parce que souvent, quand on veut s'habiller créateur, c'est très cher. Alors certes, c'est un coût de produire créateur, mais on doit pouvoir, au même titre que des grandes chaînes de prêt-à-porter, trouver notre bonheur chez nos créateurs locaux. Et la femme noire, je pense, est multiple et elle a surtout besoin d'être reconnue et appréciée à sa juste valeur et surtout d'être totalement fière et consciente de tout ce qu'elle représente et véhicule. Où peut-on vous trouver? Où peut-on trouver Glam Ethnic en Guadeloupe? Glam Ethnic en Guadeloupe est présente à la boutique Les Créateurs, au showroom. Je remercie Claudia qui accompagne vraiment le développement de cette marque. Claudia Portecoff, tout à fait. Et demain soir, à la Creole Beach, pour une belle rencontre Vibration Créole. L'entrée est libre, vraiment venez nombreux. Tout le monde peut venir? Tout le monde peut venir, mais surtout arrivez tôt parce qu'il y a déjà énormément de préinscriptions. Donc je vous attends. Ce sera un partage, une rencontre, il y a des surprises pour vous. Soyez là. Merci en tout cas Aïdane d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un grand merci. Nos questions ce soir. Nous partons à Paris maintenant. C'est une ville que vous connaissez plutôt bien. Vous y habitez depuis une vingtaine d'années. Vous avez envie de revenir, Aïdane, ici? Tout à fait, je le prépare. J'ai construit ici.
Et j'y suis tous les 3 mois et j'aspire le faire le plus tôt possible. Préparez votre retour. Tout à fait. Merci. Le Salon de la gastronomie de l'Outre-mer a ouvert ses portes. Vous connaissez certainement ce salon. Pour 3 jours avec Babette de Rosière, qu'on connaît très bien aussi à TV. Elle est à l'origine de cette manifestation et elle est très fière d'assister à l'engouement que suscite cette édition accueillie au Parc des Expositions. Le reportage est signé Christian Bonardel. On va y arriver. C'est ici. Un bébélé Marie Galantet qui mijote tranquillement sous la surveillance du chef Guy Firpion. Des visiteurs qui attendent impatiemment de le déguster et quand ils le savourent enfin, c'est l'extase des papilles. Je suis de la Martinique et j'en profite puisque je parle tout le temps. Donc je profitais pour le goûter un petit peu. Franchement, à déguster, il est bon. À tous les Marie Galantet, il est en Baudière. Le chef Guy Firpion enseigne au lycée agricole de Bemao et aujourd'hui son souhait le plus cher est de voir ces jeunes récompensés au concours organisé dans le cadre du salon. Nos apprentis vont concourir, c'est pour démontrer aux gens que la relève est là et elle va être assurée. Parce qu'ils assurent tous ces petits trucs que vous voyez là, ce sont les apprentis. Nous allons cuisiner. Pendant tout le week-end, les chefs cuisinent et les apprentis vont concourir. Quand on retrouve dans la cuisine ou quand on prépare un plat et qu'on a quelqu'un qui nous dit que voilà, c'était bon, ça nous procure quelque chose. Et puis à chaque fois, lorsqu'on fait de la cuisine, à chaque plat, même si c'est la même recette, la même préparation qu'on fait, à chaque fois c'est toujours différent. La Martinique et ses chocolats et ses macarons. Voilà aussi de quoi faire rêver les visiteurs et leur donner des envies gourmandes de tourisme, à condition de bien gérer son budget. Oui, mais il faut me payer le voyage, hein. C'est faire des économies, hein. Faut pas acheter des macarons tous les jours. Ils sont très fins, ils sont peu sucrés. Et ils sont surtout parfumés aux saveurs locales. On a du chocolat au rhum vieux, au schrob, on a une truffe au chocolat de communion, on a du chocolat à la goyave, au coco, au caramel, à la vanille. Il faut vraiment venir goûter. Des épices à perte de vue qui ne sont pas sans rappeler le tempérament pimenté de Babette de Rosière. Elle est un peu remontée contre la ministre des Outre-mer. Moi j'ai besoin d'avoir un vrai ministre de l'Outre-mer qui s'occupe des vrais problèmes des Outre-mer. Parce que nous, notre filière agroalimentaire, elle est sinistrée. 20 000 personnes sont attendues ce week-end pour ce salon où l'invité d'honneur est cette année la Polynésie. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François. Les coupures sont prévues demain chez vous à compter de 18 h. Dimanche, il s'agira de la commune de Sainte-Anne avec un retour à la normale prévu le lundi matin à 6 h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Carrefour Market de la ville de Lamentin de 8 h à 12h30. Lundi, ce sera au campus de Fouilleul toute la matinée. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 2 février. Nous l'avons vu ce soir, la région qui investit dans Pôle Caraïbes. La collectivité va soutenir le financement de l'extension de l'aéroport à hauteur de 20 millions d'euros. Un projet qui coûte néanmoins 141 millions d'euros pour augmenter la capacité d'accueil de celui-ci. Et puis le Salon du tourisme, du voyage et des croisières a ouvert ses portes cet après-midi au WTC de Jarry au grand public et ce tout au long du week-end. Au programme, des prix alléchants et un catalogue des meilleurs séjours pour les vacances à venir. Et puis les élèves des SECPA, des collèges Front de Mer et de Lamentin accueillaient aujourd'hui les croisiéristes en escale à Pointe-à-Pitre. En plus de vanter les charmes de l'île, ils ont eu l'opportunité de vendre leurs réalisations. Quelle école pour demain, notamment pour l'Académie de la Guadeloupe? L'ensemble des acteurs du monde éducatif ont planché sur cette question à l'occasion des assises de l'éducation qui se sont achevées aujourd'hui. Le recteur Camille Galap a dressé un bilan plutôt positif. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi.